chers téléspectateurs et internautes, bonjour et une fois de plus, bienvenue à une nouvelle émission de Chrétiens en Santé. Chrétiens en Santé est votre émission préférée qui vous fournit des informations sur plusieurs maladies, comment vivre avec elles, en association avec sa vie chrétienne. Une émission qui vous est présentée par Fried Mwaba. Aujourd'hui, nous avons un très grand plaisir d'avoir sur notre plateau le docteur Paul Dorian. Docteur Paul Dorian, merci d'avoir honoré à notre invitation. Je vous remercie beaucoup. Docteur Paul Dorian est cardiologue à l'hôpital Saint-Michel, encore appelé en anglais Saint-Michael de Toronto. Docteur Paul Dorian est spécialiste des rythmes, professeur d'université, chercheur en association avec la Fondation des maladies du cœur du Canada. Et aujourd'hui, nous allons parler des maladies du cœur. Maladies du cœur, ce sont des maladies qui affectent le fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. On a une estimation de 30% de mortalité mondiale totale qui est causée par les maladies cardiovasculaires. Et dans les 30% de ces décès, nous voyons qu'il y a une majorité qui sont dus aux maladies coronaires et nous avons aussi des accidents vasculaires cérébraux. Mais d'où l'importance de parler. Aujourd'hui, nous allons parler avec le docteur Paul Dorian des maladies cardiaques et nous allons voir quelles sont les causes, les facteurs, les symptômes, est-ce qu'il y a les traitements en place, qu'est-ce que nous avons comme réhabilitation pour des personnes qui sont affectées et bien sûr voir l'impact de la vie chrétienne pour ces malades. Et sans plus tarder, je vais me tourner vers mon invité, le docteur Paul Dorian. Encore, comme je le disais, docteur, merci. Nous sommes honorés de vous avoir sur le plateau Chrétiens en Santé. Merci beaucoup, ça fera un grand plaisir. D'accord. Et nous ne pouvons pas parler, comme je disais, docteur, des maladies cardiaques, maladies cardiovasculaires, sans toutefois parler du cœur. Le fonctionnement du cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous expliquer en bref comment fonctionne un cœur normal? Avec plaisir. Alors, premièrement, il faut savoir que le cœur est simplement une pompe. C'est peut-être une pompe compliquée, mais c'est une pompe qui sert à fournir le corps avec le sang qui contient de l'oxygène, ce qui fait fonctionner toutes les cellules dans tout le corps. Alors, si vous me permettez, je vais utiliser le dessin ici. Alors, je vais me lever, je vais vous montrer un petit peu si c'est peut-être facile à voir. Voilà un dessin, un schématique du cœur qui fonctionne, comme j'ai dit, comme une pompe, qui fonctionne à pomper le cœur, le sang, qui est ici décrit en rouge, le répandre partout dans le cœur. Alors, le corps reçoit dans cet endroit qui s'appelle l'oreillette gauche, ça c'est les oreillettes, oui. Les endroits qui reçoivent le sang, oui. Ça c'est décrit en bleu parce que le sang qui vient du corps, qui retourne des cellules qui ont utilisé l'oxygène qui est déjà fourni par le cœur, l'oxygène disparaît du sang et retourne au cœur, ici jusqu'à l'oreillette droite. De là, le sang passe dans un endroit, une paroi qui s'appelle la ventricule droite, oui. Et quand le cœur, la pompe fonctionne et pousse le sang, d'ici le sang va vers les poumons. Le lung, c'est ce poumon, oui. Et voilà le sang bleu qui voyage vers les poumons. Dans les poumons, le sang devient rouge parce qu'il attrape l'oxygène, oui. Qu'on respire, et le sang retourne vers le cœur à travers l'oreillette gauche, qui n'est pas visible parce que c'est en arrière du cœur. Oui. On va parler après des maladies des oreillettes. Les oreillettes sont des endroits qui reçoivent le sang, mais les ventricules sont vraiment les pompes du cœur qui vont pousser le sang où on a besoin. Oui. Alors, le sang retourne jusqu'au ventricule, et de là, quand le cœur bat, la pompe va pousser le sang à travers un grand vaisseau sanguin qui s'appelle l'aorte. Oui. Et de l'aorte, le sang se répand partout dans le corps.
Nous avons une autre. Alors, Une autre photo pour comprendre, du cœur. c'est un schématique un peu compliqué. Alors, on ne va pas parler de tout le cœur, mais il y a deux choses qu'il faut comprendre pour comprendre le fonctionnement du cœur et comprendre les maladies cardiaques, surtout coronaires et aussi les maladies valvulaires. Oui, oui. Alors, premièrement, je vais décrire un peu les artères. Alors, les artères sont les vaisseaux sanguins. Ils s'appellent des artères coronariennes parce que c'est le corps, c'est en latin cœur. Oui. Et les artères coronariennes vont conduire le sang quand le cœur se bat, Oui. la pompe fait sortir le sang qui est maintenant rouge parce qu'il contient l'oxygène. Oui. Et quand le sang rouge sort dans l'aorte, il va retourner pour donner la nourriture, disons, avec l'oxygène au muscle cardiaque. Alors le muscle cardiaque, c'est comme tous les muscles dans le corps. Oui. Le muscle fonctionne seulement si le muscle obtient de l'oxygène. Mais l'oxygène pour le cœur lui-même retourne au cœur à travers les artères coronariennes. C'est important parce que s'il y a des blocages, s'il y a des problèmes avec les artères coronariennes, s'ils ne fonctionnent pas, le sang ne peut pas retourner au muscle et le muscle ne peut pas plus fonctionner. Et une crise cardiaque ou un heart attack, ou on dit un infarctus du myocarde, Oui. se survient s'il y a des blocages dans les artères coronariennes. Ah, ça, c'est, disons, la moitié ou les 2/3 des maladies cardiaques, des maladies du cœur, sont causées par des maladies dans les artères coronariennes. Mais on va peut-être parler un peu plus tard. Une autre genre de maladie cardiaque, c'est une maladie des valves. Alors les valves ou les soupapes dans le cœur sont situées ici, on peut les voir, Oui. et c'est des valves qui permettent le sang de travailler dans une direction seulement, Oui, oui. vers en avant et non pas en arrière. Alors si les valves ne fonctionnent pas comme il faut, et la plus grande majorité des maladies valvulaires sont causées par des infections, des infections qui sont plus répandues dans des pays en développement, en Afrique, en Asie. Il y a beaucoup d'endroits où malheureusement il y a beaucoup de jeunes gens qui sont affectés par les maladies valvulaires. Oui, oui. Et si les valves ne marchent pas bien, le sang, au lieu d'aller en avant vers le cœur, vers le corps, je veux dire, Oui, oui. le sang peut aller en arrière, dans la mauvaise direction. On appelle ça insuffisance des valves et ça peut entraîner des insuffisances cardiaques. La pompe ne marche pas si le sang va dans la mauvaise direction. Oui. Ça, c'est vraiment très intéressant. On va reprendre nos places. Et là, je vois que vous avez déjà introduit certaines maladies du cœur. Vous avez parlé des maladies coronariennes, vous avez parlé des valves. Là, ma prochaine question va être, nous allons parler en détail des maladies coronariennes. Comme vous avez mentionné, elles représentent 2/3 des maladies du cœur. Je voudrais que vous nous parliez des autres groupes. Vous venez de nous parler des maladies des valves. Et si vous avez un autre groupe de maladies du cœur, c'est-à-dire nous donner cela en détail, un peu, pas vraiment en détail, en bref, les symptômes et puis les traitements s'il y en a. Très bien. Alors, passons au troisième groupe de maladies cardiaques. Il y a difficulté avec les vaisseaux sanguins, maladies coronariennes, les valves, et le troisième grand groupe, c'est les maladies électriques, des troubles du rythme. Alors, le rythme cardiaque est géré par le stimulateur cardiaque, on dit pacemaker, c'est un pacemaker biologique, et c'est l'endroit où est généré les forces électriques pour faire battre le cœur. Tous les muscles du corps, comme le biceps avec le bras, ou le signal pour la contraction de n'importe quel muscle, c'est un signal électrique. Pour les muscles dans le corps, le signal vient du cerveau, mais pour les muscles du cœur, le signal vient du cœur lui-même, d'un endroit qui s'appelle le pacemaker biologique, ou techniquement ça s'appelle le sinoatrial node, la node sinusale. Et de là répand partout dans le cœur un signal électrique qui fournit aux cellules musculaires du corps le signal pour contracter
pour faire battre le cœur. Alors, si le signal électrique ne marche pas trop bien, le cœur ne bat pas. Ou bien, s'il y a trop de signaux électriques, le cœur va battre trop rapidement. Et là, les patients peuvent avoir des palpitations, tout genre de problèmes causés par des arythmies, des troubles de rythme, dont les plus bien connus sont les arythmies qui génèrent on dit ça tachycardie, des battements rapides du corps. Si le cœur bat trop rapidement, ça va causer des palpitations et des fois, les patients peuvent s'évanouir même parce que si le cœur bat trop rapidement, le cœur ne peut pas pomper le sang comme il faut. Alors, c'est pas souvent bien compris, mais même si la maladie fondamentale, qu'on va discuter en détail, la maladie fondamentale, c'est des difficultés avec l'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins, les maladies cornéaires ou bien des valves, n'importe quelle maladie cardiaque peut causer une dysfonction de la pompe, que la pompe devient faible, et quand la pompe devient faible, ça peut générer des troubles de rythme à cause de la faiblesse du muscle. Alors, malheureusement, très souvent, même si les maladies sous-jacentes, c'est faiblesse de la pompe causée, par exemple, par les sténoses dans les artères, ça va générer des troubles de rythme et malheureusement, les gens qui sont vraiment très malades, qui vont peut-être mourir par cause des troubles cardiaques, la moitié des décès sont causés par des troubles de rythme et non pas, en fin de compte, par la dysfonction de la pompe. Alors, c'est un peu compliqué, malheureusement. Nous savons que c'est votre spécialisation. Et est-ce qu'il y a un traitement pour ça? Alors, il y a des traitements. La bonne nouvelle, c'est les maladies cardiaques sont plus ou moins prévenables. On peut les prévenir, plus ou moins, pas tous, malheureusement, et sont tous traitables. Il y a des maladies qui sont plus facilement traitées que les autres. Alors, commençons par parler des heart attacks, des infarctus du myocarde, qui sont causés par les maladies des vaisseaux sanguins. Les sténoses, c'est-à-dire les blocages dans les artères cornéariennes, sont causés, on peut facilement dire, par des cicatrices qui sont, c'est pas des blessures dans les artères, mais c'est comme les cicatrices. Si on se coupe, il y a une cicatrice qui se forme. Et on peut avoir des cicatrices dans les artères coronariennes. Et ces cicatrices sont causées surtout par le cholestérol, par des cristaux de cholestérol qui s'installent dans les vaisseaux sanguins, qui vont générer des blocages. Et si c'est complètement bloqué, le sang ne peut pas couler. Et si le sang ne coule pas dans le cœur, les cellules qui sont de l'autre côté ne peuvent pas être nourries et les cellules vont mourir. Quand les cellules cardiaques meurent, ça s'appelle un infarctus ou un heart attack. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir? Qu'est-ce qui va causer ces cicatrices? Il n'y a pas une seule cause. Ça, c'est la chose la plus importante à savoir. Il n'y a pas une seule cause parmi tous nos patients. Les causes, on dit, sont multifactorielles. Il y a beaucoup de causes. Et dans chaque patient ou patiente, plus souvent, il y a plusieurs causes. Les causes les meilleures connues, il y en a peut-être des autres, mais les causes meilleures connues sont premièrement quelque chose qu'on ne peut pas prévenir, c'est l'âge avancé. Avec l'âge, tout le monde a de plus en plus la possibilité de développer les sténoses coronariennes. Alors, c'est des maladies qui surviennent plus souvent après l'âge de 50 ou 60 ans. Ça, on ne peut rien faire. On ne peut rien changer, c'est un facteur. Mais il y a des choses c'est un facteur de risque très important, mais on ne peut pas le changer. Heureusement, si on vieillit, c'est une bonne chose. Pas toujours, mais si on vieillit en bonne santé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, oui. Alors, quels sont les facteurs de risque qu'on peut prévenir? Peut-être le facteur le plus important, c'est le tabagisme. Parce que si on commence à fumer, ce n'est pas facile à arrêter, c'est vrai. Mais si on ne fume pas, on peut réduire le risque, ou disons dans l'autre direction, quelqu'un qui fume
le tabac va augmenter son risque ou sa risque, homme ou femme, environ 5 fois. Alors c'est un facteur de risque énormément important et malheureusement il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens encore fument les cigarettes. Et commencent à fumer très très tôt. Ils commencent à fumer tôt et fument pendant longtemps. Et c'est non seulement le fait de fumer, mais c'est le montant de tabac qu'on consomme. Alors, si on fume 20 cigarettes par jour pendant 30 ans, c'est beaucoup pire que si on fume 2-3 cigarettes par jour pendant 10 ans, disons. Je ne dis pas que c'est une bonne chose de fumer moins, mais si quelqu'un fume, la quantité est importante. Et ce n'est pas tout à fait compris, mais la connexion est absolument certaine. La raison pour laquelle le tabagisme va générer les sténoses cardiaques, ce n'est pas tout à fait connu. C'est peut-être la nicotine, c'est peut-être la fumée, c'est peut-être les produits chimiques qu'on entraîne dans les poumons. C'est peut-être que la nicotine fait battre le cœur beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup de produits nocifs dans le tabac, mais ils vont tous entraîner, augmenter le risque de développer les cicatrices dans le cœur. Alors ça, c'est une cause très, très importante. Deuxième chose, maintenant, malheureusement, c'est de plus en plus répandu dans le monde entier, c'est l'embonpoint, c'est de peser trop. Pour des raisons peut-être un peu plus compliquées que les gens savent ou sont au courant. Premièrement, quand on pèse trop, on mange trop, on prend trop de calories, on bouge moins. Alors ça empêche de faire l'effort, l'exercice, qui lui-même peut diminuer le risque d'avoir des troubles cardiaques. Deuxièmement, avec l'embonpoint, si on est trop gros, on a beaucoup plus de risque d'avoir la diabète. Et le diabète, c'est un facteur de risque très, très important. Et maintenant, dans le monde entier, la grande majorité des diabétiques sont les gens qui sont diabétiques, pas parce qu'ils développent le diabète comme jeunes gens, ou c'est une maladie inflammatoire des jeunes gens, mais la plupart des gens, disons 80-90% dans le monde entier, qui développent le diabète parce qu'ils pèsent trop, parce qu'ils sont trop gros. Alors c'est une deuxième raison. Une raison un peu importante, mais pas aussi importante que les gens pensent, que si on mange trop, le taux de cholestérol dans le sang devient élevé. Mais ce n'est pas l'aspect le plus important. Même si on ne mange pas de cholestérol. Alors je vous donne un exemple peut-être pas un peu improbable, mais s'il y a quelqu'un qui devient gros en mangeant aucun cholestérol, seulement en mangeant trop, le cholestérol peut être bas, mais si on est trop gras, on peut quand même développer la maladie coronaire. Ce n'est pas seulement le cholestérol ce qu'on mange, c'est le montant qu'on mange. Alors c'est l'aspect le plus important, c'est combien on pèse. Ce n'est pas le genre de nourriture qu'on mange. On peut retourner à les discuter un peu plus tard, mais c'est beaucoup plus important qu'on ne mange pas trop que de faire attention au genre de nourriture. Alors les patients qui me disent « je ne mange jamais de la graisse, je ne mange pas le beurre, je ne mange pas beaucoup de la viande », mais s'ils pèsent 150 kilos ou 100 kilos, s'ils pèsent trop, c'est aussi pire que s'ils avaient le cholestérol élevé ou bas, s'ils mangent du beurre ou pas manger du beurre, par exemple. Alors, ça c'est un facteur de risque le plus important, c'est combien on pèse. Une façon simple de savoir si on est trop gras, c'est non seulement le montant qu'on pèse, mais c'est la taille de la ceinture. Alors, je vais vous dire en centimètres, je ne sais pas exactement parce que j'ai l'habitude de parler aux patients, de dire en pouces, mais pour les hommes, c'est d'avoir la taille de la ceinture d'être moins d'environ 36 pouces, entre 36 et 38. Et pour les femmes, c'est environ 32 pouces, autour de la taille. Ça, c'est intéressant. Notre public, ils sont en train de suivre et ça, c'est une... Alors, la façon le plus facile de savoir si on est au risque de développer des maladies coronariennes, c'est non seulement de regarder le poids, mais aussi de regarder la taille.
Et maintenant, il y a beaucoup de recherches qui démontrent, des recherches qui sont faites d'ailleurs au Canada,